Le 23 septembre 1871, le soleil ne s'était pas encore levé sur le Val do Paraíba lorsqu'un cri déchira l'aube. C'était un cri guttural, arraché à la gorge d'un maître, étranglé dans le sang, puis un autre, et encore un autre. En quelques minutes, l'air lourd des collines du Café se remplit de hurlements et d'odeurs de fumée. Ce fut l'aube rouge du massacre que l'histoire officielle tenta d'enterrer sous le silence, mais que les descendants des esclaves transmirent en secret, la nuit où 19 maîtres furent exécutés par ceux qu'ils avaient cru posséder à jamais. Tout commença à la Fazenda Boa Vista, l'une des plus riches plantations du Paraíba. Là, dans les bâtiments blanchis à la chaux, décorés de colonnes inspirées des palais européens, vivaient des centaines de captifs réduits à l'état de bêtes de somme. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil, les mains noircies par la cendre des fours, les corps marqués par le fouet. La richesse du maître, colonel Joaquim Ferreira da Silva, reposait sur leur dos. La musique des bals, le cristal des salons, les robes de soie de son épouse Amélia, tout était tissé du sang des esclaves. Mais dans la nuit du 22 au 23 septembre, l'ordre bascula. Alors que la maison s'endormait dans l'odeur de rhum et de cigares, des dizaines d'ombres se glissèrent hors des cases. Leurs pas étaient silencieux, leurs regards brûlants. Chacun portait dans ses mains ce qu'il avait trouvé. Machettes, bâtons, pierres, parfois les chaînes même qui les avaient enchaînés. Et leur tête, trois figures se détachaient. João Congo, géant aux yeux de braise, Maria Mina, femme au regard implacable, et Benedito Mina, stratège silencieux qui connaissait chaque recoin de la fazenda. Le plan était simple, mais implacable. Frapper vite, frapper fort, frapper là où la peur avait toujours dominé. Les maîtres devaient goûter à leurs propres instruments de torture, pas seulement mourir, mais être jugés par leurs esclaves. Le fouet, le pilori, le fer rouge, tout ce qu'ils avaient utilisé contre des innocents se retournerait contre eux. À minuit passé, ils attaquèrent. Les chiens, empoisonnés par avance, ne donnèrent pas l'alerte. Les gardes, endormis par l'alcool, furent égorgés avant même de comprendre. Puis la horde entra dans la maison. Les premiers coups résonnèrent comme des tambours de guerre. Les miroirs volèrent en éclats. Les chandeliers s'éteignirent dans le chaos. Le colonel Joaquim fut tiré de son lit en chemise, le visage livide. Il cria à sa femme, à ses fils, mais personne ne vint. Autour de lui, des dizaines d'esclaves levèrent leurs armes improvisées. João Congo s'avança, tenant le grand fouet de cuir que le maître avait tant de fois manié. « Tu as gravé ta loi sur nos dos, dit-il. Ce soir, c'est ta chair qui portera tes lois. » Et le fouet claqua, 1, 2, 10 fois, jusqu'à ce que le colonel s'écroule dans son propre sang. Dans les pièces voisines, les autres barons connurent le même sort. Antonio Campos, Francisco Oliveira, José da Costa, João Batista, chacun fut réveillé par les cris, arraché de son lit et confronté à ses victimes. Les esclaves ne frappaient pas dans la fureur aveugle, mais dans une logique terrible. Chaque homme fut puni par l'arme qu'il avait préférée. Le briseur d'os sentit ses os craquer. Le marteleur de fer goûta au fer chauffé à blanc. L'homme qui pendait ses captifs fut suspendu à la même corde. La grande maison de Boa Vista se transforma en tribunal. Les rôles étaient inversés. Ceux qui jugeaient furent jugés. Ceux qui condamnaient furent condamnés. Quand le soleil se leva enfin sur les collines du Café, la fazenda n'était plus qu'un champ de ruines et de cadavres. 19 maîtres gisaient, exécutés par les mains de ceux qu'ils avaient torturés. Dans les cases, les esclaves pleuraient et chantaient à la fois. Pour la première fois depuis des générations, la peur avait changé de camp. Ce fut le début du massacre du Vale do Paraíba, une insurrection vite réprimée par les troupes impériales, mais qui marqua un tournant irréversible. L'Empire voulut l'effacer des archives. Mais dans la mémoire des survivants, il resta comme la preuve que même dans l'ombre la plus profonde, un cri de justice peut embraser la nuit. En 1871,
Le Vale do Paraíba était le cœur battant de l'Empire du Brésil. Ces collines verdoyantes, couvertes de caféiers à perte de vue, nourrissaient les ports de Rio de Janeiro et de São Paulo, expédiant vers l'Europe des cargaisons entières du grain noir, qui faisait la fortune de l'élite. Aux yeux du monde, cette région représentait la prospérité, le raffinement et la puissance coloniale. Mais derrière cette façade, elle était avant tout un enfer pour les captifs. Plus de 300 000 esclaves y vivaient dans des conditions inhumaines, broyés par une machine économique fondée sur la souffrance. Les fazendas, immenses exploitations, ressemblaient à de petits royaumes indépendants. Chaque propriétaire se considérait comme un seigneur absolu, maître de vie et de mort sur des centaines d'hommes et de femmes. Le café réclamait un travail exténuant. Planter, sarcler, récolter, transporter, sous le soleil écrasant, des files d'esclaves se courbaient pendant des heures, leurs mains écorchées par les branches, leurs pieds ensanglantés par les pierres. La journée commençait avant l'aube et se terminait bien après la tombée de la nuit, rythmée par le claquement du fouet. La discipline était impitoyable. Chaque fazenda avait son pilori, souvent placé bien en vue au centre de la cour. C'était le théâtre quotidien des supplices. Dos lacéré, fer chauffé à blanc, oreilles tranchées, parfois même exécution publique pour l'exemple. Les maîtres affirmaient que seule la terreur pouvait maintenir l'ordre. En réalité, cette terreur alimentait une haine grandissante, silencieuse mais profonde. À Boa Vista et dans les plantations voisines, les esclaves n'étaient pas seulement exploités aux champs. Ils étaient aussi utilisés comme domestiques, artisans, ouvriers de construction. Certains étaient prêtés ou loués à d'autres propriétaires, comme de simples outils vivants. Les femmes, elles, subissaient un double fardeau, le travail forcé et les violences sexuelles constantes des maîtres et des contremaîtres. Beaucoup d'enfants naissaient de ces abus, grandissaient dans les cases et devenaient à leur tour des esclaves sans nom. La richesse des barons du café était extravagante. Leurs maisons, bâties sur les collines, ressemblaient à des palais européens, avec colonnes blanches, lustres importés de France, miroirs de Venise et vaisselles de porcelaine. Le contraste avec les cases des esclaves, construites de boue et de chaume, était insoutenable. À quelques mètres des banquets où le vin de Porto coulait à flot, des familles entières se nourrissaient de manioc moisi et d'eau croupie. Mais le Vale do Paraíba n'était pas seulement un espace d'oppression matérielle. C'était aussi un laboratoire de la cruauté. Les maîtres rivalisaient d'ingéniosité pour inventer de nouvelles formes de punition. Certains se vantaient de leurs méthodes disciplinaires, les échangeant comme des recettes. Dans les archives, on trouve des descriptions glaçantes, esclaves enterrés jusqu'au cou et laissés aux insectes, autres enfermés des jours entiers dans des tonneaux chauffés au soleil, femmes pendues par les poignets pendant des heures. Et pourtant, malgré ce système implacable, la résistance persistait. Les esclaves trouvaient des moyens de survivre, parfois de défier. Ils chantaient de la nuit, dans des rythmes venus d'Afrique, affirmant leur humanité malgré les interdits. Ils inventaient des codes secrets pour transmettre des messages. Certains sabotaient discrètement les machines, brisaient des outils, ralentissaient les récoltes. D'autres s'échappaient vers les forêts, rejoignant des quilombos, communautés fugitives, qui subsistaient dans les montagnes. Mais en 1871, une colère plus vaste grondait. Les nouvelles venues de Rio parlaient d'abolition possible, de lois en préparation, d'un monde où l'esclavage serait remis en cause. Ces rumeurs se répandaient dans les cases comme des étincelles. Elles nourrissaient l'espoir, mais aussi l'impatience. Beaucoup d'esclaves comprenaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Dans ce contexte explosif, le Vale do Paraíba devint une poudrière. Chaque fazenda pouvait être l'étincelle. Chaque maître savait, au fond de lui, que son pouvoir reposait sur une illusion fragile, la peur, et que si cette peur changeait de camp, tout s'effondrerait. C'est dans ce décor, entre le luxe insolent des salons et la misère des cases, que se prépara la nuit du 23 septembre 1871. Une nuit où la terreur changea de visage et où les collines du café se teintèrent de sang.
Parmi toutes les exploitations du Val do Paraíba, la plus redoutée portait un nom ironique, Boa Vista, Belle Vue. Située sur une colline dominant la vallée, elle offrait en effet un panorama splendide. Des rangées infinies de caféiers ondulants sous le vent, des palmiers dressés comme des colonnes, et au loin l'éclat argenté du fleuve Paraíba serpentant à travers les champs. Mais derrière cette façade de beauté se cachait l'un des lieux les plus cruels de l'Empire. Pour les esclaves, Boa Vista n'était pas un paradis terrestre, mais l'antichambre de l'enfer. Le maître des lieux, le colonel Joaquim Ferreira da Silva, en était la personnification. Issu d'une famille d'aristocrates portugais, il avait hérité du domaine dans sa jeunesse et en avait fait une forteresse de sang. Grand, massif, toujours vêtu de noir, il se déplaçait avec la lenteur d'un homme conscient de son pouvoir absolu. Sa moustache épaisse, son regard perçant et son silence calculé inspiraient une peur viscérale. Mais ce qui le rendait encore plus terrifiant était sa réputation d'inventeur de supplices. Contrairement à d'autres maîtres qui déléguaient les punitions aux contremaîtres, Joachim prenait un plaisir macabre à concevoir de nouvelles formes de torture. Il se vantait d'avoir perfectionné les instruments de discipline et parlait de ses inventions comme d'un artisan fier de son œuvre. Les esclaves racontaient en chuchotant l'histoire de la chaise de fer, un siège auquel il attachait ses victimes avant de placer des braises sous les pieds, ou celle de la cage des vautours, suspendue à un arbre, où un captif était enfermé sans eau ni nourriture jusqu'à ce que les oiseaux commencent à le picorer vivant. Pour Joachim, chaque punition était un spectacle. Il convoquait les esclaves, les forçait à se rassembler dans la cour et à regarder. Il croyait fermement que la peur collective était la clé de l'ordre. Ses discours résonnaient comme des sermons démoniaques. Celui qui obéit vit, celui qui défie meurt. Son épouse, Amélia, participait à cette terreur raffinée, mais d'une autre manière. Là où Joachim usait du fer et du feu, elle préférait les humiliations psychologiques. Elle séparait les familles, vendait les enfants pour briser les mères, forçait les femmes à travailler le jour même de leur accouchement. Son raffinement cruel complétait la brutalité de son mari. Ensemble, ils formaient un couple dont la simple évocation glaçait le sang. La maison de Boa Vista reflétait cette dualité. Un palais colonial, orné de miroirs et de lustres, mais construit au prix d'innombrables vies. Dans les salons, on jouait du piano, on dégustait des vins importés. Dans les cours arrière, on entendait les coups de fouet et les cris. Le contraste était si violent que certains voyageurs étrangers, invités au banquet, en ressortirent malades. Mais jamais personne n'osa dénoncer. La fortune de Joachim et ses connexions politiques le protégeaient. Pour les esclaves, Boa Vista était un piège. Les tentatives de fuite échouaient presque toujours. Les collines étaient surveillées, les chiens dressés à pister les odeurs, les voisins solidaires dans la traque. Ceux qui osaient s'échapper et étaient repris subissaient des châtiments exemplaires. Beaucoup étaient marqués au fer sur le visage, pour que leur honte soit visible à jamais. Et pourtant, malgré la peur, la haine grandissait. Les esclaves de Boa Vista n'avaient pas seulement connu la cruauté. Ils avaient connu la cruauté inventive, méthodique, presque scientifique. Joachim Ferreira da Silva croyait avoir brisé tout esprit de révolte. Mais en réalité, il forgeait ses propres juges. Car à chaque supplice, à chaque cri, à chaque larme, une conviction naissait dans les cœurs. Un jour, le colonel goûterait lui-même à ses instruments. Cette conviction devint une prophétie murmurée dans les cases. On disait que les ancêtres africains de Benedito Mina avaient promis vengeance. On racontait que João Congo, aux bras puissants, rêvait chaque nuit de briser la nuque de son maître. On chuchotait que Maria Mina invoquait les esprits dans ses prières, appelant la justice des invisibles. Le 23 septembre 1871, cette prophétie allait s'accomplir. Et Boa Vista, la Belle Vue, deviendrait le théâtre d'un massacre qui hanterait la mémoire du Brésil. Si le colonel Joachim Ferreira da Silva incarnait la brutalité nue, l'incarnation du fer et du feu,
Sa femme, Amélia Brandão da Silva, représentait l'autre visage du mal, celui du raffinement, de la cruauté subtile, des humiliations qui tuaient l'âme avant même de toucher le corps. Amélia était issue d'une famille riche de Rio de Janeiro. Belle, cultivée, habillée des dernières modes venues de Paris, elle aimait se présenter comme une femme de goût et de distinction. Aux visiteurs, elle montrait ses porcelaines, ses dentelles, ses bijoux étincelants. Elle parlait de littérature et de musique, citait les poètes français, jouait du piano dans le salon illuminé de Boa Vista. Mais derrière cette façade élégante se cachait une femme qui considérait les esclaves non pas seulement comme des bêtes, mais comme des jouets destinés à ses caprices. Contrairement à Joachim, Amélia ne maniait pas le fouet. Elle préférait les armes invisibles, la parole, le calcul, la séparation. Elle se plaisait à briser les familles. Lorsqu'une femme mettait un enfant au monde, Amélia choisissait parfois, par pur caprice, de vendre le nourrisson à un marchand venu de Rio. Elle savourait les pleurs de la mère, la désolation des pères impuissants. « Les larmes lavent les âmes », disait-elle d'un ton cruel. Elle organisait aussi des concours humiliants. Elle contraignait les jeunes esclaves à danser devant ses invités, comme des animaux de foire, vêtus de chiffons ridicules. Les rires des convives résonnaient, tandis que les captifs baissaient les yeux, rongés par la honte. Amélia applaudissait, ravie de son spectacle. Pour elle, la douleur psychologique valait autant qu'une blessure physique. Mais sa cruauté ne se limitait pas aux humiliations publiques. Dans l'intimité, elle exerçait un pouvoir terrifiant sur les femmes esclaves. Elle les surveillait constamment, jalouse de leur jeunesse, de leur beauté, de l'attention que ses fils ou son mari pouvaient leur porter. Quand elle soupçonnait une relation, même imposée, elle faisait payer la mère et l'enfant. Certains bébés moururent, faute de soins, condamnés par ses ordres silencieux. Les esclaves craignaient Joachim, mais ils haïssaient Amélia d'une haine plus sourde, plus intime. Car ses coups n'étaient pas visibles, ils rongeaient l'âme, détruisaient l'espérance. Beaucoup disaient qu'elle savait où frapper pour faire le plus mal. Et pourtant, dans les salons, elle continuait à se présenter comme une dame raffinée. Elle recevait les autres baronnes du café, échangeant des recettes, organisant des thés, distribuant des sourires. Mais dès que les portes se refermaient, elle redevenait l'ombre glacée qui planait sur Boa Vista. Pour Benedito Mina, pour João Congo et pour Maria Mina, la présence d'Amélia était aussi insupportable que celle du colonel. Dans leurs réunions secrètes, ils ne parlaient pas seulement de Joachim et de ses supplices, ils parlaient aussi d'Amélia, de ses rires glacés, de ses décisions cruelles, des vies qu'elle avait brisées sans lever la main. Il savait que la vengeance ne serait complète que si elle aussi goûtait à la terreur qu'elle avait semée. Les témoignages oraux recueillis plus tard racontent que, dans la nuit du massacre, Amélia fut retrouvée dans sa chambre, entourée de ses bijoux, comme si elle croyait que ses richesses la protégeraient. Quand les esclaves entrèrent, elle les fixa avec des yeux incrédules, incapable de comprendre que ceux qu'elle avait humiliés osaient désormais la juger. On dit que Maria Mina elle-même, debout face à elle, prononça ces mots. « Tu as pris nos enfants. Ce soir, c'est ton nom qui sera arraché. » La chute d'Amélia ne fut pas seulement la fin d'une femme. Elle fut le symbole de l'effondrement de tout un monde, où l'élégance masquait la barbarie. Pour les esclaves, ce fut la preuve que même les plus intouchables pouvaient tomber. Car à Boa Vista, la cruauté avait deux visages, celui de Joachim, fait de fer et de flammes, et celui d'Amélia, fait de sourires glacés et de décisions assassines. Dans la nuit du 23 septembre 1871, les deux seraient réduits au silence. Boa Vista n'était pas une exception isolée. Dans tout le Val do Paraíba, d'autres fazendas se dressaient comme autant de forteresses de souffrance. Les riches barons du café formaient un cercle fermé, une aristocratie cruelle qui se connaissait, se fréquentait et se protégeait mutuellement. Ensemble, ils incarnaient le cœur noir de l'empire brésilien, un monde où la richesse se mesurait au nombre d'esclaves possédés et au raffinement des châtiments infligés.
Parmi eux se distinguaient 5 noms que les esclaves murmuraient comme des malédictions. Le premier était João Batista de Morais, maître de la fazenda Santa Helena. Sa spécialité était le pilori. Il se vantait de posséder le plus grand de la vallée, une structure de bois renforcée où il aimait exposer ses captifs, ligotés, pendant des jours entiers sous le soleil. Les passants voyaient les corps amaigris, les lèvres craquelées, les yeux implorants, mais personne n'osait intervenir. Batista considérait cette exhibition comme un divertissement. L'humiliation nourrit la discipline, disait-il. Le deuxième, Antonio Campos, était surnommé par les esclaves le marteleur. Il avait inventé une méthode effroyable, placer les mains des captifs sur une pierre et les écraser avec un marteau de forgeron. Ceux qui survivaient restaient infirmes, incapables de travailler normalement, et servaient d'exemple vivant pour les autres. Campos riait de ses propres atrocités, transformant les corps mutilés en trophées de sa domination. Le troisième, Francisco de Oliveira, se croyait érudit. Il avait étudié en Europe et revenait auréolé de savoirs médicaux, mais il utilisait ses connaissances pour expérimenter sur les esclaves. Il testait des potions, des drogues, des instruments chirurgicaux improvisés. Beaucoup mouraient sur sa table, leurs cris étouffés par des serviettes. Pour lui, la science n'était qu'un masque derrière lequel se cachait un sadisme méthodique. Le quatrième, José da Costa, était obsédé par les pendaisons. Il disposait de cordes de différentes longueurs et les utilisait pour pendre ses victimes, non pas jusqu'à la mort, mais jusqu'à l'asphyxie temporaire. Il les laissait reprendre leur souffle puis recommençait encore et encore. Ce supplice, qu'il appelait la danse de l'air, terrorisait toute la fazenda. Les esclaves savaient que chaque erreur pouvait les envoyer dans cette danse macabre. Enfin, le cinquième, Manuel Rodrigues, était sans doute le plus hypocrite. En public, il se montrait pieux, fréquentant l'église, citant la Bible, parlant de charité. Mais derrière les murs de sa maison, il fouettait les captifs jusqu'à ce que leur dos devienne des plaies béantes. Il obligeait même les autres esclaves à prier à haute voix pendant qu'il frappait, comme si ces tortures étaient une liturgie. Cette contradiction faisait de lui une figure particulièrement haïe, car il profanait à la fois le corps et l'esprit. Ces 5 barons, alliés de Joaquim Ferreira da Silva, formaient une constellation de terreur dans le Paraíba. Ils échangeaient leurs méthodes, se visitaient pour des banquets, riaient ensemble de leurs excès. Aux yeux des esclaves, ils étaient autant de démons liés par le même pacte. Mais, dans les cases, on chuchotait aussi une prophétie. Celui qui frappe périra frappé. Celui qui pendra sera pendu. Celui qui brûlera brûlera. Ces mots circulaient de bouche en bouche, alimentant la haine, nourrissant la détermination. Quand la révolte éclata à Boa Vista, elle ne visait pas seulement Joaquim et Amélia. Elle visait tout un système, João Batista, Antonio Campos, Francisco Oliveira, José da Costa, Manuel Rodrigues. Tous étaient sur la liste des condamnés. Tous allaient être jugés par ceux qu'ils avaient condamnés pendant des décennies. La nuit du 23 septembre, Boa Vista ne fut pas seulement le théâtre d'un massacre, elle devint le premier acte d'une vengeance collective. Dans l'ombre, João Congo, Maria Mina et Benedito Mina savaient qu'ils ne s'arrêteraient pas là. Car tant que ces 5 barons vivraient, la terreur ne serait pas vaincue. Et dans le silence des collines, les esclaves répétaient en secret « Leur sang arrosera la terre comme ils ont arrosé nos larmes ». La cruauté quotidienne des maîtres avait forgé une atmosphère d'étouffement où chaque souffle semblait peser comme une chaîne. Mais à force d'oppression, une chose que les barons du café n'avaient pas prévue commençait à naître. Le murmure de la révolte. Tout commença par des gestes minuscules, presque imperceptibles. Un outil volontairement brisé, une jarre de café renversée, une récolte volontairement abîmée. Ces sabotages paraissaient de simples maladresses aux yeux des maîtres, mais dans les cases, chacun savait qu'ils étaient des signes. Chaque erreur était en réalité un message. Nous ne sommes plus leur machine. Dans les veillées,
Après les journées interminables dans les champs, les esclaves chantaient doucement. Les chants semblaient anodins, mais portaient des paroles codées. Une inflexion, un rythme, une syllabe marquée signalaient un rendez-vous, un danger, une intention. Les maîtres, sourds à cette langue, croyaient entendre de simples mélopées africaines, mais dans le cœur de ceux qui les fredonnaient, chaque note était une étincelle de résistance. Les réunions secrètes se firent plus fréquentes. Elles avaient lieu près du vieux fromager au bord du fleuve, à l'abri des regards. Les hommes et les femmes les plus courageux s'y retrouvaient, à la lueur de torches dissimulées. On parlait à voix basse, comme si les arbres eux-mêmes pouvaient trahir. João Congo, immense et solide comme un roc, prenait la parole le plus souvent. « Nous avons vécu comme des bêtes, disait-il, mais nous mourrons comme des hommes libres. » Ces mots frappaient les esprits comme des coups de marteau. Maria Mina, elle, parlait avec une intensité presque mystique. Elle invoquait les ancêtres, récitait des prières mêlées de portugais et de langues africaines, rappelant à chacun que le sang versé ne pouvait rester impuni. « Nos morts nous regardent, répétait-elle. Si nous restons agenouillés, ce sont eux que nous trahissons. » Benedito Mina, plus discret, observait et organisait. C'était lui qui connaissait les rondes des gardes, les faiblesses des grilles, les horaires des maîtres. Il cartographiait mentalement chaque recoin de la fazenda, chaque passage secret, chaque possibilité de fuite. Tandis que João galvanisait et que Maria éveillait les consciences, Benedito traçait la stratégie. Petit à petit, les actes devinrent plus audacieux. Un garde fut retrouvé inconscient, frappé à la nuque alors qu'il somnolait. Un chien de chasse fut empoisonné. Des sacs de café disparurent mystérieusement. Les maîtres commencèrent à sentir une tension nouvelle, mais l'attribuèrent à la fatigue des récoltes. Ils ignoraient qu'un complot se tissait sous leurs yeux. Les esclaves savaient que la révolte devait être totale ou ne serait pas. Une seule attaque isolée aurait été écrasée dans le sang. Mais frapper plusieurs maîtres, simultanément, dans la même nuit, c'était semer la terreur dans tout le Vale do Paraíba. C'était prouver que l'ordre n'était pas éternel. Alors, les réunions devinrent des serments. Chacun jura de ne pas reculer. Les femmes cachèrent des couteaux dans leurs jupes, les hommes fabriquèrent des lances avec des manches de houx, des pierres furent aiguisées, des cordes tressées. Les outils du labeur quotidien devinrent des armes de guerre. Et toujours, les chants accompagnaient la préparation. On murmurait une mélodie en travaillant dans les champs, on frappait un rythme sur une jarre, on répétait des phrases codées. Les maîtres n'entendaient que du bruit. Mais pour les esclaves, c'était l'annonce d'un soulèvement. La date fut fixée. Ce serait le 23 septembre 1871. Cette nuit-là, Boa Vista et plusieurs fazendas voisines connaîtrent le jugement. Le hasard n'avait pas sa place. Tout avait été pensé, tout avait été calculé. La vengeance ne serait pas une explosion aveugle, mais une justice méthodique, implacable. Dans les cases, on priait en silence. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. Mais aucun ne recula, car tous savaient que l'heure était venue. Comme le disait Maria Mina, nous avons assez nourri la terre de nos larmes. Cette fois, nous la nourrirons de leur peur. Dans les veillées secrètes, 3 figures se détachaient parmi les esclaves. 3 noms qui, bien qu'interdits de mémoire dans les archives officielles, circulèrent ensuite dans les chants et les récits des descendants. João Congo, Maria Mina et Benedito Mina. Ensemble, ils formèrent le cœur battant de l'insurrection, les architectes de la vengeance qui allaient embraser le Vale do Paraíba. João Congo était un colosse. Né en Afrique, capturé enfant puis vendu à Boa Vista, il avait survécu à des dizaines de punitions. Son dos portait des cicatrices qui formèrent une carte de souffrance, mais ses bras étaient encore solides comme des troncs. Les maîtres le craignaient, malgré ses chaînes. Certains disaient que sa force brute pouvait briser une porte de grange à main nue. Mais ce n'était pas seulement sa puissance physique qui impressionnait. João avait le charisme d'un chef naturel. Sa voix grave, son regard de braise inspiraient le respect.
Quand il parlait, même les plus hésitants se taisaient et écoutaient. Maria Mina, elle, représentait la flamme spirituelle de la révolte. Issue d'un peuple d'Afrique de l'Ouest, elle avait hérité des savoirs ancestraux. Guérisseuse, prêtresse, chanteuse, elle liait les siens par des rituels et des prières. Dans les nuits sombres, elle invoquait les esprits, murmurait des chants interdits qui galvanisaient les cœurs. Sa voix, parfois douce comme une caresse, parfois tranchante comme un cri, rappelait à tous que leur combat n'était pas seulement charnel, mais sacré. Elle répétait « Nous ne sommes pas seuls, les ancêtres marchent avec nous ». Sa présence donnait à la conspiration une dimension mystique, comme si la vengeance elle-même était une mission divine. Enfin, il y avait Benedito Mina, le stratège. Petit-fils d'Africains capturés, né au Brésil, il avait grandi en observant les maîtres et leurs habitudes. Silencieux, attentif, il avait accumulé un savoir précieux. Les horaires des rondes, la manière dont les clés circulaient, les points faibles des grilles, les moments d'ivresse des gardes. Là où João incarnait la force et Maria la ferveur, Benedito représentait l'intelligence froide. C'était lui qui traçait les plans, qui définissait les rôles, qui anticipait les réactions des maîtres. Il savait que pour réussir, la révolte devait être rapide, méthodique et implacable. Les trois leaders se complétaient parfaitement. João attisait le courage, Maria éveillait l'esprit, Benedito donnait la direction. Ensemble, ils devinrent la Trinité de l'ombre. Leur plan était précis. La nuit du 23 septembre, les esclaves attaqueraient simultanément la Casa Grande de Boa Vista et les maisons des barons voisins. Les chiens avaient été discrètement empoisonnés les jours précédents. Les jarres de vin des maîtres avaient été trafiquées avec des herbes soporifiques. Les armes improvisées, machettes, bâtons, lances forgées à partir d'outils, avaient été cachées dans les champs. Benedito avait réparti les rôles. João mènerait l'assaut sur la chambre du colonel Joaquim. Maria conduirait un groupe de femmes pour neutraliser Amélia et les domestiques complices. Lui-même coordonnerait l'attaque contre les fils et organiserait la fuite des captifs. Chaque mouvement était calculé, chaque geste avait un but. Mais au-delà du plan militaire, Maria insista pour que l'acte soit aussi un rituel. « Nous ne frappons pas seulement des hommes, dit-elle. Nous frappons un système. Chaque coup doit être un symbole. » Alors, il fut décidé que chaque maître mourrait selon ses propres méthodes. Celui qui pendait serait pendu. Celui qui brûlait serait brûlé. Celui qui fouettait serait fouetté. Ce ne serait pas un simple massacre, mais un jugement. Dans les cases, les esclaves se préparaient en silence. Certains tremblaient, d'autres priaient, mais tous savaient qu'ils participaient à quelque chose de plus grand qu'eux. Leur regard, autrefois éteint par la résignation, brillait d'une lueur nouvelle. L'espoir et la rage s'entremêlaient. La veille du soulèvement, João Congo prononça ces mots devant une assemblée secrète. « Demain, nos chaînes tomberont ou nos corps tomberont. Mais dans les deux cas, nous ne serons plus esclaves. » Maria entonna un chant ancien, repris en chœur par des dizaines de voix. Les mots, incompris des maîtres, vibraient comme une promesse. Benedito, lui, observait en silence. Dans ses yeux brillait la certitude glaciale que l'histoire basculerait. Le 23 septembre approchait et avec lui l'aube rouge du Paraíba. La nuit du 23 septembre 1871 descendit sur le Vale do Paraíba comme un rideau noir. Une lune pâle peinait à traverser les nuées. Le vent portait l'odeur de la récolte, et bientôt l'odeur amère d'un destin scellé. Dans les cases, les battements de cœur se confondaient avec le frottement des tissus, le raclement des armes dissimulées, les prières étouffées. Tout était prêt, tout devait être précis. À minuit moins quelques, les groupes se mirent en mouvement. Les pas glissèrent entre les murs, les silhouettes franchirent les cours, les ombres rampèrent le long des haies. Personne n'hésita. Les enfants furent confiés à des tentes, les vieillards cachés. Ceux qui ne pouvaient marcher restèrent, leurs mains serrant des souvenirs. Puis l'ordre tomba, court et tranchant, venu de la voix calme de Benedito. Maintenant. L'attaque sur Boa Vista débuta comme une tempête.
silencieuse, soudaine, organisée. Les chiens, drogués, s'effondrèrent. Les gardes, surpris, furent neutralisés avant d'avoir pu crier. Les esclaves, armés d'outils détournés de leur usage, pénétrèrent dans la maison des maîtres. Les chandelles furent soufflées, seul le regard des attaquants brillait. João Congo entra le premier dans la chambre du colonel Joachim. L'homme, réveillé par des mains qui le secouaient, eut le temps de voir des dizaines de silhouettes se dresser autour de son lit. Son regard, d'ordinaire si dur, chercha une issue. Il n'y en eut pas. Sans excès de fureur, avec la même mesure qu'on lui avait imposée, João exposa le fouet que le colonel avait tant utilisé. « Tu as gravé nos peaux, » dit-il d'une voix basse. « Que le monde sache ce que tu as fait. » Et alors la sentence tomba. Répétition mesurée d'un châtiment retourné. Dans les autres maisons, la même logique s'appliqua, méthodique, froide. Antonio Campos, le marteleur, fut surpris à sa table. On lui passa les outils qu'il utilisait pour briser les mains des autres. Francisco Oliveira, qui pratiquait ses expériences sous couvert de science, fut confronté à ses propres instruments. Les registres, jadis cloîtrés dans ses tiroirs, furent jetés aux pieds de ses victimes. C'était les preuves de sa recherche macabre. José d'Acosta, maître des pendaisons, sentit l'ironie d'une corde entre ses doigts. Manuel Rodriguez, l'hypocrite, fut arraché à ses prières, forcé à regarder ce qu'il avait fait. Les esclaves ne se livrèrent pas à un carnage aveugle. Leurs gestes étaient empreints de jugement, pas de folie. Chaque condamnation fut un écho exact, le même instrument, la même humiliation, la même mesure. C'était une justice retournée, aussi cruelle que le monde l'avait été avec eux, mais jamais pure vengeance aveugle, c'était une sentence chargée de sens. Maria Mina, qui avait conduit l'attaque contre les intérieurs et les serviteurs complices, veilla à ce que les noms soient prononcés. Elle rappelait à voix haute les torts, les ventes, les viols, les nuits perdues. Elle obligeait les accusés à entendre la liste de leurs crimes, comme si leur conscience, enfin mise en face de leurs actes, devait porter le poids de la honte. Les femmes esclaves firent ensuite brûler les catalogues d'esclaves et les actes de propriété, ces pages qui avaient légalement enfermé des vies. Les papiers se consumèrent dans un craquement sec, comme si la loi elle-même brûlait. Dans la maison, certains maîtres supplièrent. Les suppliques furent entendues par ceux qui, pendant des années, avaient subi l'arbitraire. Mais les suppliques n'inversent pas les siècles d'humiliation. Le ton n'était pas la fureur d'un lynchage, mais la détermination d'une société opprimée à rejeter ses bourreaux. Les esclaves avaient décidé d'écrire une page qui marquerait la mémoire. Ils voulaient que le monde sache qu'ils avaient existé, qu'ils n'étaient pas de la marchandise anonyme dont on discutait aux foires. Les exécutions se multiplièrent jusqu'à l'aube. À chaque maison, les rituels se répétèrent, teintés d'un cérémonial grave. On brandissait parfois le même morceau de cuir. On riait parfois du grotesque de la dignité perdue. On chantait ensuite pour rappeler que les morts n'étaient pas oubliés. En certains lieux, des esclaves libérèrent des captifs achetés ou loués. Des familles furent reconstituées au milieu du chaos. Quand le ciel blanchit, le Paraíba ressemblait à un cauchemar rendu réel. Les routes résonnaient des pas des fuyards, les cloches des églises tintaient l'alerte, et le pays tout entier bientôt apprendrait. Mais d'ici, dans les vallées et les ravins, les cases retentissaient d'un mélange étrange, des chants anciens mêlés à des pleurs. Certains ouvriers regardèrent le spectacle comme une dévastation, d'autres le virent comme une délivrance. Il ne fallut pas longtemps pour que l'écho de la nuit atteigne les fazendas voisines. Le massacre de Boa Vista n'était pas un fait isolé, l'onde se propagea. Les complots synchronisés avaient porté leurs fruits. Mais ce succès sonnait aussi le glas des insurgés. L'Empire, sourd à la justice qui venait de s'écrire, n'allait pas tolérer l'outrage. La répression serait rapide et plus terrible encore. Pourtant, dans ces premières heures après l'action, il y eut un sentiment nouveau, contradictoire. La peur, oui, persistait, mais elle avait changé de camp.
Les maîtres, qui avaient longtemps incarné l'impunité, étaient tombés. Les esclaves, qui avaient toujours porté les fers, avaient retrouvé un instant la sensation d'écrire leur propre destin. La nuit du 23 septembre laissa derrière elle des silhouettes immobiles et des visages qui ne seraient jamais oubliés. Et même si l'histoire officielle chercha à oublier, chasser et noyer l'événement, la mémoire orale commença immédiatement son travail. Raconter, répéter, chanter. Les noms des 19 maîtres, prononcés pour la première fois dans la nuit par ceux qu'ils avaient blessés, devinrent des syllabes lourdes, des mots guérisons qu'on se promettait de transmettre. Ainsi s'acheva la nuit du sang, un acte de rupture, brutal et mesuré à la fois. La vengeance avait frappé avec la précision d'un verdict, et le Valle do Paraíba se réveillait sur un monde qui venait de perdre une de ses colonnes. L'aube du 24 septembre 1871 se leva sur un Valle do Paraíba en flammes. Les échos des cris de la nuit du sang n'avaient pas encore disparu, que déjà les premières rumeurs atteignaient les villes voisines. Dans les églises, les prêtres sonnaient les cloches à toute volée. Dans les rues, les colons couraient, affolés, décrivant des scènes d'horreur. Les esclaves se sont levés, ils ont massacré leurs maîtres, 19 seigneurs gisent morts. À Rio de Janeiro, la nouvelle fit l'effet d'un séisme. L'Empire ne pouvait tolérer un tel affront. L'insurrection menaçait de se propager comme un feu incontrôlable. Si Boa Vista tombait, d'autres fazendas pouvaient suivre. Le gouvernement dépêcha aussitôt des troupes impériales, accompagnées de miliciens armés et de chasseurs d'esclaves. Leur mission était claire, écraser la rébellion, rétablir l'ordre et faire de cette nuit un exemple terrifiant pour toute la colonie. La répression fut immédiate et implacable. Dans les collines, les fugitifs n'avaient que peu de temps d'avance. Ils marchaient en colonne, les enfants serrés contre leurs mères, les vieillards soutenus par des bras plus jeunes. João Congo et Benedito Mina tentaient de maintenir l'ordre, guidant les groupes vers les forêts denses, vers les ravins où ils pourraient se cacher. Mais les chiens lancés à leur poursuite flairaient les pistes. Les tambours de guerre impériaux résonnaient déjà au loin. Les premiers affrontements furent courts et sanglants. Dans une clairière, une trentaine d'esclaves, armés de bâtons et de machettes, tentèrent de résister. Ils furent fauchés par les fusils des soldats. Leurs corps furent laissés en évidence, pendus aux arbres, afin que la peur reprenne racine. Maria Mina, qui accompagnait un groupe de femmes et d'enfants, fut capturée au bord d'un ruisseau. Les soldats l'amenèrent enchaînée jusqu'à la place de São José. Là, devant une foule terrifiée, elle fut suppliciée. Mais jusqu'à la fin, elle chanta. Sa voix, couverte par les coups, portait encore « Nous sommes libres dans la mort ». Ces paroles devinrent une légende transmise en secret, un chant interdit que les générations suivantes répéteraient à voix basse. Benedito Mina, le stratège, fut pris quelques jours plus tard. Torturé sans relâche, on voulait lui arracher les noms, les détails du complot. Mais il ne parla jamais. On le dit mort le sourire aux lèvres, convaincu que son silence valait plus que sa vie. Son cadavre fut exposé dans les rues de Rio, pour que chacun sache ce qu'il en coûtait de défier l'Empire. Quant à João Congo, l'homme dont la stature avait galvanisé tant de cœurs, il réussit à mener un groupe jusqu'aux montagnes. Pendant plusieurs semaines, ils tinrent tête aux miliciens, menant des attaques éclairs, disparaissant dans la forêt. Mais la faim, la fatigue et le nombre eurent raison d'eux. Quand il fut enfin capturé, les soldats l'exhibèrent comme un trophée. On le pendit sur la place de Paraíba do Sul devant des centaines de personnes forcées d'assister. Les témoins racontent que juste avant que la corde se tende, João cria « Vous pouvez tuer mon corps, mais pas nos esprits ». Ces mots résonnèrent plus fort que les cloches, gravées dans les mémoires. Les survivants furent traqués sans pitié, beaucoup furent exécutés sommairement. D'autres furent marqués au fer, mutilés, vendus loin pour disperser les familles. Le message était clair, l'Empire voulait effacer jusqu'au souvenir de l'insurrection. Dans les archives officielles, l'événement fut réduit à une simple révolte d'esclaves vite réprimée.
Les noms des insurgés disparurent, leurs chants furent interdits, leurs descendants réduits au silence. Mais malgré cette tentative d'effacement, la mémoire survécut. Dans les veillées au coin du feu, les anciens racontaient encore l'histoire de la nuit du sang. Ils parlaient de Maria Mina, chantant sous les coups, de Benedito Mina mort dans le silence, de João Congo, défiant la corde, et de tous ceux qui avaient choisi la liberté au prix de la vie. Pour les maîtres, la répression fut une victoire, mais pour les esclaves, ce fut une semence. Car même écrasée, l'insurrection avait prouvé une vérité irréversible. La peur pouvait changer de camp. Et dès lors, plus rien ne serait jamais comme avant. Après les pendaisons, après les tortures, après les cendres, l'Empire brésilien crut avoir effacé la révolte du Vale do Paraíba. Les journaux officiels parlèrent d'un incident, d'un soulèvement limité, minimisant l'ampleur des faits. Dans les rapports adressés à Rio, les fonctionnaires réduisirent les centaines de morts à quelques dizaines, effacèrent les noms de João Congo, de Maria Mina, de Benedito Mina. Ils ne voulaient laisser derrière eux qu'une leçon de terreur. L'ordre avait triomphé, la hiérarchie restait intacte. Mais la mémoire, elle, ne s'efface pas sous la plume des puissants. Dans les cases qui survécurent, dans les voix des enfants qui écoutaient en silence leurs grands-parents, la nuit du sang continua de vivre. Les anciens racontaient comment Maria avait chanté face au coup, comment Benedito avait résisté sans parler, comment João avait défié la corde. Ces récits circulaient comme des prières interdites, des histoires murmurées lors des veillées, au rythme des tambours étouffés. Peu à peu, la révolte prit la forme d'une légende. On disait que, certaines nuits de septembre, le vent dans les collines portait encore les chants de Maria Mina, que dans les montagnes, les pas de João Congo résonnaient comme des coups de tambour, rappelant sa force indomptable. Que Benedito apparaissait parfois dans les rêves, sourire énigmatique, murmurant des conseils de résistance. La mémoire orale transforma l'horreur en épopée. Les esclaves ne se souvenaient pas seulement de la mort, ils se souvenaient de la dignité arrachée au prix du sang. L'histoire officielle parlait de rébellion écrasée, mais l'histoire des captifs parlait de justice rendue, de peur inversée, d'un monde qui l'espace d'une nuit avait été bouleversé. Et cette mémoire clandestine alimenta un mouvement plus vaste. Car le massacre du 23 septembre 1871, aussi vite réprimé fut-il, révéla une vérité que même les maîtres ne pouvaient ignorer. L'ordre colonial était fragile. La discipline imposée par le fouet pouvait se briser. Les chaînes pouvaient se retourner. Les maîtres pouvaient tomber. Dans les années qui suivirent, les murmures du Paraíba se répandirent. Les abolitionnistes, même s'ils n'osaient de pas citer ouvertement la nuit du sang, savaient qu'elle existait. Les colons, eux, craignaient une répétition. Les soldats, revenus traumatisés de la répression, racontaient à demi-mot les scènes de vengeance. L'Empire, par son silence, confirmait que la peur avait réellement changé de camp. Quand 17 ans plus tard, l'esclavage fut aboli au Brésil, beaucoup affirmèrent que ce n'était pas seulement la politique ou la pression internationale qui avait fait plier l'Empire. C'étaient aussi les flammes, les chants, les haches et les couteaux du Paraíba. C'était le souvenir impossible à effacer de ces hommes et femmes qui avaient osé frapper, qui avaient osé mourir libres plutôt que vivre enchaînés. Aujourd'hui encore, peu de livres évoquent la nuit du sang. Mais dans les vallées, dans les villages, dans les familles, les descendants chuchotent l'histoire. Ils savent que les collines verdoyantes cachent des cicatrices invisibles. Ils savent que les pierres des anciennes fazendas ont bu le sang de leurs ancêtres. Et certains disent qu'à la fin de septembre, quand le vent souffle du sud, on entend encore des voix chanter dans la nuit. Pas des cris de douleur, des chants de défi, des chants de liberté. Car l'histoire du 23 septembre 1871 n'est pas seulement celle d'un massacre, c'est celle d'un peuple qui, l'espace d'une nuit, rappela au monde entier que la liberté ne se demande pas. Elle se prend, elle se crie, elle se paie, parfois, du prix le plus élevé.